Votre bilan santé vous est présenté par Capital Chrysler et les cliniques médicales Lacroix. Bonjour à tous et bienvenue à votre bilan santé. Je vous présente mon co-animateur, Dr Marc Lacroix. Bonjour Marc. Bonjour Dominique. Cette semaine, Marc, on discute d'un sujet qui est un peu tabou à la limite, qu'on ne veut surtout pas trop entendre parler. Effectivement, c'est un sujet qui, dans certains cas, peut amener les parents à avoir une certaine gêne à consulter ou les enfants. On parle de TDAH avec le docteur Jérôme Charret, qui a un intérêt particulier pour ce type de problème-là. Alors, un sujet fort intéressant. Juste avant d'aller à la pause, voici notre question vrai ou faux pour cette semaine. La question vrai ou faux est présentée par Logibourg, des immeubles résidentiels modernes, chaleureux et sécuritaires. Le TDAH est un trouble neurologique. Que ce soit pour des douleurs reliées à l'arthrose, blessures sportives, douleurs de dos ou au cou, Dr Dominique Dufour, chiropraticienne chevronnée depuis 35 ans, vous offre des soins de qualité assistés par ordinateur. Vous apprécierez cette technologie de haute précision pour sa justesse et son traitement en douceur. Rejoignez Dr Dominique Dufour au 88 687 5372. Clinique Chiro Solutions, votre santé, notre vocation. Le sujet du jour est une présentation de Family Prix. Comme à chaque semaine, nous vous invitons à aller répondre à notre question vrai ou faux sur notre page Facebook Votre bilan santé et courez la chance de gagner un bilan de santé. Docteur Charret, bienvenue à Votre bilan santé. Bonjour. J'aurais le goût de vous poser une première question. Qu'est-ce que le TDAH? Bon, le TDAH est un problème de santé dans lequel autant un enfant qu'un adulte va avoir de la difficulté avec le fait de se concentrer sur une tâche. Pour eux, ça va être très difficile de rester focusé sur une tâche précise. Dès qu'ils vont être dans un environnement, il peut y avoir un petit bruit, quelqu'un qui bouge, un crayon qui tombe par terre, ça va les attirer, ça va attirer leur attention, ce qui fait qu'ils ne sont pas capables de se concentrer. On va retrouver des déficits d'attention avec ou sans hyperactivité. C'est pour ça qu'on parle de TDA, trouble déficitaire de l'attention, et de TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Puis quand les gens ont l'hyperactivité, bien, eux, ce qui va se présenter, en plus du déficit d'attention, c'est qu'ils vont avoir de la difficulté à rester en place. Ils vont toujours avoir envie de bouger, de faire des bruits avec leur bouche, de parler. Ils vont interrompre les gens, etc. Ce qu'on retrouve souvent en classe, chez nos enfants. Oui, c'est certain qu'en classe, un petit garçon, une petite fille qui va être hyperactif, tout de suite, on va le remarquer. Lui, il ne restera pas assis, il va avoir besoin de se lever pour aller aiguiser son crayon à toutes les 5 minutes. Son crayon va rapetisser très rapidement. On va le détecter facilement. Celui-là qui a un déficit d'attention, sans hyperactivité, lui, il va être plutôt comme toujours dans la lune. Il ne bougera pas, il ne dérangera pas, fait qu'il va comme passer sous le radar. Est-ce que le TDAH ou le TDA avec ou sans hyperactivité, est-ce qu'on le retrouve plus chez le garçon ou chez la fille? Oh, c'est pas mal 50-50. Il n'y a pas vraiment de différence. C'est certain que le petit garçon, lui, a tendance à bouger plus, à être plus actif. Fait qu'on peut-être qu'on le détecte plus rapidement à ce moment-là. Puis l'adulte versus les enfants, Dr Charret, c'est quoi la répartition approximativement? Bien, là, on ne le sait pas encore vraiment. Ce qu'on pense chez les enfants, c'est que c'est 1 sur 20 qui va avoir un déficit d'attention. Donc, ça veut dire qu'il y en a pratiquement 1 par classe, sinon 2. Puis chez l'adulte, pour le moment, on pense que 50 des enfants vont garder leur diagnostic de déficit d'attention hyperactivité d'une manière qui va nuire à leurs activités une fois rendus adultes. Donc, une partie des gens qui vont s'adapter en vieillissant, finalement. Oui, ils vont s'adapter ou ça va s'atténuer. Il n'y a pas encore vraiment d'études assez de cohortes pour vraiment vérifier ça. Chez les enfants, souvent, surtout là, à l'école, l'enfant va revenir avec une note ou qu'on informe le parent qui doit être rencontré parce que peut-être que notre enfant souffre de TDAH.
Dites-moi, est-ce que c'est de plus en plus commun? Est-ce que c'est devenu une mode? Il me semble qu'on en entend tellement parler comparativement à avant. Bien, je pense pas que c'est une mode. Je pense que c'est une prise de connaissance. Parce qu'avant, ça existait déjà. Moi, j'ai beaucoup de parents, d'enfants, pour lesquels j'ai fait des diagnostics, qui reviennent me voir, puis finalement, ah ben regarde, moi je suis parent, et en voyant mon enfant, je me rends compte que j'avais un déficit d'attention quand j'étais enfant. C'était pas connu, on me disait que j'étais trop agité, que j'étais pas bien élevé, puis là maintenant, bon, ben, on fait le diagnostic une fois rendu à l'âge adulte. Fait que c'est quelque chose qui a toujours existé, selon moi. Les gens, excusez-moi, Dr. Charest, mais dans notre clientèle à nous, là, aux cliniques Lacroix, je vois souvent, il y a des gens d'affaires, des gens qui ont des entreprises, même d'envergure, qui souffrent de TDAH, traités ou non. Là. Est-ce que vous observez cette même tendance-là, vous? Bien, effectivement, comme j'en ai peut-être déjà parlé avec vous, les gens qui ont un déficit d'attention, c'est des gens qui ont souvent des capacités qui sont très imaginatifs. C'est des gens qui vont surtout penser en dehors de la boîte. Ils vont avoir des solutions que les autres n'ont pas vues. C'est des gens aussi qui ont un petit peu de difficulté à évoluer dans un cadre précis. Fait qu'eux, ils vont aller dans d'autres directions et c'est là que ça va leur permettre de créer des choses, d'être dynamiques dans une entreprise qu'eux-mêmes vont diriger. Donc, c'est d'avoir le contrôle sur ce qu'il y a à faire, puis qu'est-ce qu'ils font. Donc, comme ça, par exemple, si on a à lire des livres et qu'on sait qu'une personne qui a un TDAH ou... bien, dans le fond, est-ce qu'on prononce TDAH ou TDA avec ou sans Moi, personnellement, pour simplifier, je dis toujours TDAH. TDAH, c'est plus facile. Merci. Alors, on s'imagine bien que pour eux, d'avoir, comme je disais tantôt, là, si on a à lire des livres puis sont employés, bien, c'est beaucoup plus facile s'ils sont le patron. Le livre, ils le liront quand ils auront le temps, puis ils vont s'organiser, comme on dit, là, parce qu'ils sont, vous le disiez tantôt, très imaginatifs. Tout à fait. Dans le fond, les gens d'affaires vont peut-être plus contrôler leur environnement que les gens non en affaires. Mais, Dr. Charest, pour ce qui est des gens, quand ils arrivent vers le médecin, c'est quoi la raison qui les amène à consulter, règle générale? Bien, souvent, la plupart du temps, ce que je vois, c'est que c'est un long processus. OK? L'enfant, ça va faire déjà quelques années qu'à l'école, il y a des difficultés. Les enfants vont souvent faire 2 à 4 fois plus d'efforts pour arriver à un résultat qui est, somme toute, pas très bon. On parle de 50 60 toujours sur le bord d'échouer son année, alors qu'on travaille 2 fois plus que son frère ou sa sœur. Il y a comme une problématique qui est là. C'est sûr que quand il y a un problème de comportement en classe, bien ça aussi, ça permet de le détecter plus vite. Mais, règle générale, c'est pas depuis hier qu'on se doute. Souvent, les bulletins scolaires vont transparaître. C'est ça. Ça va être depuis genre la première, deuxième, troisième année. Il y a aussi quand l'enfant va sauter, va passer au travers d'une étape. Alors, j'ai des gens qui vont arriver. Au primaire, ça allait quand même bien. Les autres capacités leur permettaient de compenser pour le déficit d'attention. Mais rendu au secondaire, là, il va y avoir un problème. Ou d'autres, ça va être rendu au collégial qui va avoir un problème. Et ainsi de suite. Il y en a que c'est sur le marché du travail qui va avoir un problème. Quand la tâche se complexifie, souvent, ça fait ressortir le déficit d'attention qui était déjà là, mais pour lequel la personne compensait. Les options thérapeutiques, parce que dans tous les cas, ce n'est pas nécessairement une médication, mais dans quel cas on va traiter avec un médicament? Dans quel cas on va y aller plus avec de la psychothérapie? Dans quel cas on va y aller avec les deux? C'est quoi qui vous guide là-dedans? Bien, y aller sans médication, c'est possible, mais c'est quand même plutôt difficile parce que souvent, quand les gens sont rendus à voir le médecin, ils ont déjà essayé beaucoup de choses. C'est certain que quelqu'un qui a un déficit d'attention doit apprendre à s'organiser beaucoup, à être très structuré. Tu sais, on peut avoir un agenda. On peut avoir tous ses vêtements d'hiver rangés dans une case à la maison. On peut avoir une routine très précise. Il y a des gens qui ont des cartons. Il y a une coche déjeuner, une coche brosser les dents, une coche s'habiller, ainsi de suite, pour aider l'enfant. Mais c'est quand même beaucoup d'efforts de toujours faire ça. Parce que l'enfant, dès qu'il va avoir quelque chose, il va dévier, même l'adulte aussi. Là. Donc, la médication va être assez souvent utile. Ben oui. À partir de quel âge, puis quel type de médication s'offre en général aux patients? Il n'y a pas d'âge absolu. C'est certain qu'avant 7-8 ans, c'est difficile de faire le diagnostic. Parce que l'enfant n'a pas beaucoup de maturité encore. Même qu'on se rend compte dans certaines études que, mettons qu'on prend une classe d'enfants, ceux qui sont plus jeunes, vous savez, il y a toujours les enfants qui ont leur fête au mois de septembre, mais qui commencent l'école quand même. On va avoir plus de diagnostics de TDAH, les enfants qui vont être dans la cohorte, que le fait, c'est de septembre à décembre, que dans le reste de l'année. Donc, il y a comme une certaine immaturité qui va avec le déficit d'attention, ce qui fait que plus l'enfant est jeune,
plus c'est difficile d'être certain que c'est vraiment un déficit d'attention. Mais on en a là, qui ont 3-4 ans, puis on sait déjà que c'est ça, leurs frères, leurs sœurs là, leurs parents là. Là, à un moment donné, on n'attend pas jusqu'à temps qu'ils aient 7 ans pour les soigner. Parce qu'il y a vraiment un malaise là, qui est associé à ça. Moi, j'ai des enfants que leurs parents les soignent et les enfants demandent à leurs parents « Donne-moi ma pilule la fin de semaine, s'il vous plaît. » Quand je ne l'ai pas, je me sens pas bien. Je sens que mes idées tournent très vite dans ma tête, puis je ne suis pas heureux. Ça a de l'impact, autrement dit. Hein? Le traitement médicament va vraiment amener une amélioration des symptômes, puis l'enfant va améliorer au niveau de l'apprentissage assez rapidement. Ça prend combien de temps avant que les gens mesurent l'impact d'un traitement? Habituellement, c'est assez rapide. Je dirais qu'en dedans d'un mois et demi, on voit déjà une différence. Rapidement que ça. Y a-t-il des contre-indications absolues à prendre des médicaments pour ça? Ou... Il y en a certaines, mais sont plutôt rares. Oui. Un enfant qui aurait une malformation cardiaque, un enfant qui aurait un trouble au niveau de l'électricité dans son cœur, là, on ne pourrait pas lui en donner. Des enfants qui auraient une épilepsie qui n'est pas bien contrôlée aussi. Mais c'est rarissime. Là. En dehors de ça, il n'y a pas grand-chose qui peut nous empêcher de le donner. Et les effets secondaires majeurs qui peuvent se rencontrer en cours de traitement, c'est quoi? En fait, la majorité des enfants vont avoir une perte d'appétit qui va être liée à ça, surtout le repas du midi. L'enfant n'aura plus faim. Il y a aussi un effet de couper la soif. Les enfants vont avoir tendance à moins boire et suite à ça, il peut y avoir aussi de la constipation. Ça, c'est quand le médicament est bien dosé, il va quand même avoir ces effets-là. Si le médicament est mal dosé, là, on peut voir des enfants qui vont vraiment perdre du poids. Retard de croissance. Un retard de croissance. On peut voir des enfants qui vont vraiment avoir des problèmes d'insomnie, ne dormiront pas bien. Puis, si le médicament est trop fort pour l'enfant, on va avoir un enfant que sa personnalité va changer. Il va devenir trop focusé. OK? Il peut avoir comme des comportements un petit peu obsessionnels, des choses comme ça. Il peut être irritable. Mais à ce moment-là, ça veut dire que le médicament n'est pas bien ajusté, puis c'est pas ça qu'on veut. Si les parents, les enfants veulent vous consulter, les parents avec leurs enfants ou les parents tout court veulent vous consulter, ça fonctionne de quelle façon, Dr. Charest? Bien, moi, où je travaille, aux cliniques Lacroix, comment ça fonctionne, c'est que je demande que les parents aient eu une évaluation par une neuropsychologue ou une psychoéducatrice qui a vraiment fait... Oui. Donc, pardonnez-moi, mais le diagnostic est très important avant de consulter un médecin. Oui, moi, je ne veux pas être le seul professionnel de la santé qui met une étiquette sur un enfant. Je veux qu'il y ait un autre professionnel qui fait une cueillette de données et qui constate les mêmes choses que moi. Je demande aussi aux parents de remplir des questionnaires qui m'aident de voir qu'est-ce qui se passe à la maison, puis à l'enseignante de l'enfant de faire la même chose. Fait que là, après ça, je regarde tout mon tableau d'ensemble, puis je me dis qu'est-ce que c'est. Donc, c'est un travail d'équipe, finalement, le diagnostic, là. Tout à fait, tout à fait. C'est pas moi qui dis, oui, c'est ça. Non, non, non. Parce que c'est héréditaire, là, à vous entendre, si les parents souffraient du TDAH, ça se peut que les enfants en souffrent aussi. Effectivement. Il y a une tendance héréditaire. C'est pas un automatisme, mais il y a une tendance. Et est-ce que les préjugés sont forts chez les parents? Est-ce qu'ils ont peur d'être jugés en donnant des médicaments à leurs enfants? Bien, heureusement, de moins en moins. Mais c'est certain qu'il y a toujours un certain blocage, hein? Parce que c'est un diagnostic qui, historiquement, on disait que c'est parce que le parent élève mal son enfant. Absolument. Ou l'enfant est paresseux. C'est pour ça qu'il ne réussit pas bien, ce qui n'est pas faux du tout. Au contraire, les gens qui ont un déficit d'attention, je dirais qu'ils sont plus vaillants que les autres, qu'ils travaillent 2 à 4 fois plus. Mais quand on réussit à les aider avec une médication, bien, ces gens-là, ils vont avoir déjà travaillé, ils vont avoir déjà franchi des obstacles dans leur vie. Fait qu'ils savent c'est quoi, là, travailler fort pour réussir. Dr. Charest, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite après la pause, nous recevons Geneviève Laberge, psychologue à la Clinique de psychologie de Québec. Soyez là. Vous soupçonnez la présence de moisissures? Vous avez des problèmes d'asthme, les yeux qui picotent, des rhumes fréquents? Pensez Réseau de Vinci pour investiguer sur la qualité de l'air de votre résidence. Réseau de Vinci, des conseils justes et précis pour protéger la santé de votre famille. De retour à votre bilan santé, je suis en compagnie de Geneviève Laberge, psychologue à la Clinique de psychologie de Québec. Bonjour Geneviève. Bonjour Dominique. Geneviève, tantôt, Dr. Charest a parlé du TDAH, beaucoup plus chez les enfants, mais il y a aussi des adultes qui souffrent de TDAH.
Oui, effectivement, parce que, comme le dit Dr Charret, ça se poursuit là, à l'âge adulte. C'est sûr qu'il y a certains symptômes là, qui peuvent s'atténuer. Par exemple, les enfants qui bougeaient énormément, bien, cette énergie-là des enfants qui bougent beaucoup, rendus à l'âge adulte, ça peut diminuer un petit peu. L'énergie va être un petit peu plus canalisée. Fait que les symptômes, ça ne sera pas qu'ils vont partir à courir, mais les adultes vont plus être genre à shaker de la patte un petit peu. En réunion, ça va être ceux qui vont taper avec leur crayon, faire clic, clic, clic tout le temps. Fait que c'est des symptômes qui vont s'atténuer un petit peu, mais qui vont quand même rester là puis qui peuvent causer problème là, dans leurs relations interpersonnelles. Problème interpersonnel, oui, mais aussi à l'intérieur d'un couple. Lorsque l'un des conjoints souffre du TDAH, comment on s'organise? Quels sont les impacts que ça peut avoir sur le couple? Bon, effectivement, quand un des deux conjoints souffre du TDAH, c'est pas évident, il faut le dire. C'est sûr que ceux qui ont un TDAH un petit peu plus contrôlé, avec une bonne médication, les impacts peuvent être diminués, mais quand on parle d'une intensité là, de TDAH assez importante, c'est pas évident. Ça va être, par exemple, un couple qui va avoir de la difficulté à gérer les finances, gérer l'horaire quotidien, gérer même les émotions pour le partenaire qui souffre du TDAH. Ça peut être pas évident. C'est des gens qui vont être réactifs, assez impulsifs. C'est des frustrations qui peuvent se transférer chez l'autre conjoint, qui va, par exemple, ce qu'on remarque là, quand que les couples viennent consulter, c'est une frustration, par exemple, parce qu'ils ont l'impression qu'il faut qu'ils prennent en charge le conjoint qui souffre de TDAH, parce que sinon, il va avoir des dépenses impulsives. Fait que l'autre qui n'est pas souffrant va devoir gérer les comptes, va devoir gérer l'organisation au complet de la famille. Puis à un moment donné, vient un épuisement. Puis ils sont tannés d'avoir l'impression d'avoir un deuxième ou un troisième enfant, comme on pourrait dire. Est-ce qu'il y a des trucs que vous pouvez leur donner? Par exemple, parce que vous parlez d'une intensité, ça serait quoi, par exemple, l'exemple, puis après ça, un truc pour ces gens-là? Un bon truc qu'on donne, c'est dans le fond de faire des listes de tâches. Ça fonctionne pour les enfants, mais ça fonctionne aussi pour les adultes. C'est des gens qui, quand ils ont une idée, ils veulent absolument la faire là. Ce qui fait que, par exemple, ils sont sur l'heure du souper, puis là, ils ont une idée par rapport au travail, mais là, ils veulent se lever de la table et s'en aller tout de suite. Ce qui fait que c'est de répartir les moments de la journée en blocs. Fait que les personnes vont savoir que, bien, sur le moment du souper, c'est correct. Il y a un bloc d'une demi-heure où est-ce que toute la famille mange ensemble. Puis après ça, l'autre bloc d'une demi-heure, ça va être le moment où est-ce qu'il peut, la personne souffrant de TDAH, d'aller faire leurs choses par rapport au travail. Fait que quand l'impulsion vient de « il faut que j'aille faire ça », bien, il n'y aura pas de frustration pour l'autre de dire « bien, qu'est-ce que tu fais là à sortir de la table tout de suite? » C'est « bien, ta demi-heure est bientôt. » Fait qu'ils vont savoir, puis ça va être rassurant de savoir qu'après, ils vont pouvoir aller gérer leur idée qui vient de popper dans leur tête, si on peut dire ça comme ça. Fait qu'en divisant en blocs, bien, ça diminue les frustrations pour les deux partenaires. Mais est-ce que ça peut être gênant pour un des conjoints, par exemple, qui refait sa vie, de devoir avouer à sa nouvelle conjointe ou son nouveau conjoint qui souffre de TDAH? C'est sûr qu'il y en a pour qui c'est un petit peu plus gênant, quoique il y a des adaptations qui sont possibles de faire. Puis là, dans le fond, c'est sûr que le mieux, c'est d'en discuter. Parce que plus on discute, plus les adaptations sont possibles, puis on peut les faire rapidement, fait que les impacts vont diminuer. Un coup qu'on a fait un compte conjoint puis qu'on se rend compte que l'autre n'est pas capable de gérer ses finances correctement, mais c'est là que les problèmes de communication puis les frustrations personnelles peuvent survenir encore de façon plus intense parce qu'on a l'impression de ne pas avoir été averti. Ce qui fait que mieux vaut en parler tôt que tard, même s'il y a une composante de gêne là, qui peut survenir. Geneviève, comment on peut vivre, si je peux dire ainsi, normalement si l'un des deux souffre de TDAH et qu'on a aussi des enfants qui souffrent de TDAH? Ça ne doit pas être évident pour le conjoint qui lui, ne souffre pas de TDAH à gérer tout ça. Effectivement, parce qu'il y a la composante héréditaire, fait que quand un des deux parents l'a, souvent, il y a un des enfants qui peut souffrir de TDAH, fait que la personne qui ne souffre pas peut avoir l'impression d'être excédée là, parce qu'elle doit tout gérer. Donc, c'est ça l'important, c'est de ne pas assumer l'ensemble des responsabilités, mais bien de garder l'autre parent le traiter comme un adulte. Ce qui veut dire qu'il faut aussi lui donner des responsabilités, mais en gérant avec différentes stratégies comme les blocs dont je parlais tantôt, les listes de tâches. On fait une liste de tâches pour les enfants, mais c'est aussi une liste de tâches là, pour l'adulte, ce qui fait qu'on envoie le papa qui souffre de TDAH, mettons, envoyer son enfant à la garderie, bien, faut faire une petite liste. Oublie pas la boîte à lunch, le sac
pour l'enfant, pour la garderie, tes choses, ta mallette du travail. Fait qu'on a ça devant la porte. Fait que le parent peut très bien, de façon tout à fait autonome, même s'il souffre d'un TDAH, suivre sa liste, faire les choses en ordre et de façon organisée, ce qui fait que ça peut être tout à fait normal là, de vivre en tant que famille sans souffrir trop de façon importante des impacts du TDAH. Merci beaucoup, Geneviève. Très intéressant. Merci d'avoir été là. Quand chez soi rime avec confort, sécurité et tranquillité d'esprit. Le Luxembourg, avec ses condos locatifs, vous offre toutes les facilités d'un condominium sans les contraintes. Les condos locatifs Luxembourg, le luxe vraiment accessible. Une réalisation de Logibourg. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sophie Di Gaetano, pharmacienne chez Family Prix, et on discute de la manière de bien prendre ses médicaments. Bonjour Sophie. Bonjour Dominique. Vous allez bien? Ça va très bien, vous? Alors Sophie, première question, est-ce que la pharmacie de la salle de bain est le meilleur endroit pour conserver les médicaments? Bien, c'est une très bonne question, hein, parce que spontanément, je pense que c'est l'endroit où est-ce que la majorité des gens vont penser mettre leurs médicaments. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les médicaments, la meilleure manière de les conserver, c'est dans un endroit frais, sec, à l'abri de la lumière et de l'humidité. Donc, vous comprendrez que la pharmacie de la salle de bain ne devient pas nécessairement le meilleur endroit pour conserver les médicaments, étant donné des grandes variations de chaleur et d'humidité dues à la douche et au bain. Donc, ce qu'on va suggérer aux gens, c'est beaucoup plus de conserver les médicaments dans la chambre à coucher ou dans la cuisine, évidemment dans un endroit hors de la portée des enfants et aussi, si c'est dans la cuisine, dans un endroit hors des sources de chaleur. Que représente la date de péremption et est-ce vraiment important de la respecter? En fait, la date de péremption d'un médicament, qui est aussi la date d'expiration, est déterminée par la compagnie qui le fabrique. Puis eux, dans le fond, c'est une manière de garantir une stabilité, une sécurité, puis l'efficacité du médicament. Donc, suite à cette date d'expiration-là, on n'est pas capable nécessairement de savoir comment le médicament va se comporter. Donc, certains médicaments vont perdre de l'efficacité, certains médicaments vont peut-être même devenir toxiques. Donc, c'est sûr que la recommandation à faire, c'est lorsqu'un médicament est expiré, donc c'est de ne plus le consommer. Dans le fond, on peut faire un lien aussi avec la nourriture. C'est-à-dire, lorsque la pinte de lait dans notre frigidaire est passée due, comme on dit souvent, on la jette. Donc, même chose auprès des médicaments. Exactement. C'est une super belle analogie à faire. Donc, on a tendance, lorsqu'un produit alimentaire est expiré, on ne le consomme plus. Il faut avoir la même un petit peu pensée avec les médicaments. Quels sont les meilleurs conseils entourant le ménage de la pharmacie? Parce que je pense que ça doit être assez rare que les gens se préoccupent de faire le ménage de leur pharmacie. En fait, les meilleurs conseils qu'on peut faire, c'est souvent peut-être de recommander aux gens à chaque année faire le tour des médicaments qu'ils ont dans leur pharmacie. Les médicaments qu'on vend sans ordonnance, donc sur les tablettes, ont une date d'expiration sur l'emballage, donc de vérifier les dates d'expiration. Et pour les médicaments d'ordonnance, bien, sur les étiquettes qui sont apposées par la pharmacie, donc il y a une date, là, donc de se fier à cette date-là. Et à ce moment-là, lorsque vous faites le ménage de votre pharmacie, toujours important de ne pas jeter les médicaments dans la toilette ou dans la poubelle. Absolument. Donc, ce qu'on vous suggère, c'est de récupérer vos médicaments dans un même sac et de les apporter à la pharmacie pour qu'on puisse les envoyer détruire de manière sécuritaire. Sophie, est-ce qu'il y a des trucs pour administrer de manière adéquate un médicament à un enfant ou un jeune bébé? Mais oui, en effet, c'est pas toujours facile d'avoir la collaboration d'un jeune nourrisson ou d'un enfant pour administrer les médicaments, puis ça goûte pas toujours bon, même si les compagnies se forcent pour faire des médicaments un petit peu plus savoureux. Donc, chez l'enfant, chez le jeune nourrisson, donc vous allez trouver dans le PSST beaucoup d'informations qui vont vous donner des petits trucs, justement, pour vous aider. Un petit truc que je peux vous donner aujourd'hui, c'est lorsque vous voulez administrer un jeune nourrisson, vous mettez la seringue directement dans le creux, une seringue en plastique, bien évidemment, dans le creux de la joue, et vous soufflez au visage de l'enfant en même temps. Donc, ça permet de favoriser le réflexe de déglutition et il l'avale plus facilement. Sophie, comment on peut faire pour se rappeler de prendre nos médicaments? Parce qu'on sait que certains médicaments doivent être pris à la même heure chaque jour. Donc, est-ce qu'il y a des trucs pour faciliter la tâche aux gens? Bien oui, tout à fait. Je peux vous en proposer quelques-uns aujourd'hui. Donc, parfois, les gens aiment prendre leurs médicaments sous forme de pilulier. Donc, ils mettent leurs médicaments dans un boîtier et c'est plus facile de repérer,
par après s'ils ont pris ou non leurs médicaments. Ensuite, on peut aussi suggérer aux gens de mettre une alarme au moment où est-ce qu'ils ont le plus de misère à se rappeler de prendre leurs médicaments. Et ça m'amène à vous parler d'une application que Family Prix a développée qui s'appelle Ma Pharmacie, qui est disponible gratuitement et qui est compatible avec tous les sortes de téléphones intelligents, donc Android ou iOS. Donc, ce que ça permet, c'est que vous pouvez avoir accès à votre profil pharmaceutique et vous programmer des rappels de doses. Donc, l'application a toutes sortes de fonctionnalités intéressantes. Absolument. Donc, je vous invite à en parler à votre pharmacien pour voir si ça s'applique à votre pharmacie. Mais merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Le syndrome de l'apnée du sommeil affecte la qualité de vie des personnes qui en sont atteintes, mais aussi celle de leur entourage. Je le sais et j'y ai remédié. Un appel au réseau des cliniques médicales Lacroix, un rendez-vous. J'ai maintenant accès à des traitements spécialisés, efficaces, et j'ai l'impression de commencer une nouvelle vie, plus sereine, plus intéressante, pour mes proches aussi. Offrir l'accessibilité à tous simplifie la vie. Le Vox Pop est une présentation d'ATP, une source naturelle d'énergie, de santé et de performance. Que signifie être en santé pour vous? Et être en santé, c'est voir mes amis, faire de l'exercice, bouger, manger sainement, être heureuse, voyager. Je pense que pour moi, c'est ça que ça signifie être en santé. Faire du sport avec les enfants, faire du sport seul, parce qu'on dit toujours que c'est important de prendre soin de soi. Voyager, voir des amis, manger sainement, s'amuser. En fait, c'est ça. Pour moi, c'est d'être en forme, de m'occuper de mon petit garçon, puis de mener une vie saine, de m'alimenter bien, de faire de l'exercice. Donc, tout ça, ça représente pour moi d'être en santé. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là, mais juste avant de vous quitter, voici la réponse à notre question « Vrai ou faux ». La question vrai ou faux est présentée par Logibourg, des immeubles résidentiels modernes, chaleureux et sécuritaires. Le TDAH est un trouble neurologique. C'est un rendez-vous la semaine prochaine. Soyez-y. Continuez à nous suivre sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez revoir nos émissions sur le site de Télémag ou encore sur le site du votrebilansanté.tv. Également, nous suivre sur Facebook. Merci d'avoir été là. C'est un rendez-vous la semaine prochaine. Votre bilan santé vous a été présenté par Capital Chrysler et les cliniques médicales Lacroix.